Alors, invité sur ce plateau pour faire le point, le docteur Michel Mouvoudi. Il est spécialiste en santé publique et membre de l'équipe de la riposte contre le Covid-19. Bienvenue, docteur. Merci, madame. Alors, pouvez-vous de prime abord nous dresser l'état actuel de la pandémie en termes des statistiques? Parce qu'il faut dire, depuis quelques jours, il y a des contradictions autour justement des chiffres. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction en tant que telle si vous vous référez aux statistiques officielles qui sont promulguées dans le bulletin. Parce qu'il y a également l'INRB qui donne ces chiffres. Justement. Donc aujourd'hui, retenez que l'instance attitrée à donner les statistiques à la population, c'est l'INRB qui organise le secrétariat technique sous le leadership du ministère de la Santé. C'est très clair de le savoir. Et donc pour les statistiques du 16, donc nous sommes à 287 cas confirmés en République démocratique du Congo, avec 23 décès et 25 personnes guéries. Donc ça, c'est vraiment important de savoir. Alors, en termes de distribution, nous avons 5 provinces sur les 26 qui sont touchées. Donc, vous avez la province de Kinshasa qui prend le gros de cas, qui est l'épicentre principal, avec 275 cas. Vous avez le Sud Kivu avec 4 cas, le Nord Kivu avec 5 cas, l'Ituri avec 2 cas, et vous avez la province à côté du Kwilu avec un seul cas. Donc là, ce sont les statistiques qui sont validées par le secrétariat technique et qui sortent dans le bulletin qui est le bulletin journalier par le ministère de la Santé. D'accord, docteur. Alors, plusieurs recommandations ont été faites, bien sûr, par le secrétariat technique, comment je peux dire, qui est dans la lutte contre le Covid-19. Des recommandations faites au Premier ministre, notamment le port, qui sera obligatoire du masque. Il y a également le confinement, on a dit des communes voisines à la commune de la Gombe, mais également on va carrément interdire les rassemblements de 20 personnes, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit plus tôt, à part bien sûr ceux qui sont en famille. Alors dites-nous, est-ce que cela va réduire la progression de la maladie ? Alors, 3 points là-dessus, madame. D'abord, le premier point, ce que vous devez savoir, c'est que le virus se propage avec les hommes. Donc, le virus en soi ne se déplace pas, mais ce sont les hommes qui font déplacer le virus. Ça veut dire que toute mesure qui vise à diminuer le flux migratoire ou le mouvement des personnes diminue le déplacement du virus. D'accord ? Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Et donc, les mesures de confinement que nous mettons en place visent justement à éviter que les personnes ne déplacent le virus. Et donc, c'est comme ça que justement, si vous regardez la ville-province de Kinshasa, lorsqu'on a fait la cartographie de la province, on s'est rendu compte que la commune de Kinshasa, la commune de la Gombe était l'épicentre, si vous voulez bien, de l'épicentre. Donc on a concentré là-dessus le confinement pour justement éviter la mobilité. Mais aussi sur cette commune de la Gombe, ce que vous devez savoir, c'est qu'en fait, la commune de la Gombe correspond à la zone de santé de la Gombe, qui a autour de 124 000 habitants. Mais pendant le jour, cette commune atteint jusqu'à 3 millions de personnes qui viennent pour le business, le marché, c'est le centre-ville, tout le monde. Et donc vous vous rendez compte que c'est déjà un carrefour de beaucoup de personnes qui viennent pour travailler. Et en limitant justement ce mouvement au niveau de la Gombe, on limite aussi les risques de propagation. Ça, c'est vraiment le premier message qu'il faut comprendre. Le deuxième message, c'est qu'en fait, lorsqu'on confine certaines communes comme la Gombe, cela ne veut pas dire qu'il faut oublier ou relâcher sur les mesures barrières dans les autres communes. Malheureusement, c'est ce qu'on constate. C'est que les gens ont tendance à croire que la maladie n'est qu'à la Gombe. C'est d'où justement le rôle que jouent les médias, n'est-ce pas, ainsi que d'autres acteurs impliqués dans la riposte, de sensibiliser la population sur le suivi strict des mesures barrières dans les autres communes. Parce qu'en dehors de la Gombe, vous avez notamment la zone de santé de Binza Météo, la zone de santé de mise à ozone, qui sont, je pense, dans la commune de Ngalema, qui présentent le plus grand nombre de cas. D'accord ? Donc ça, c'est très important de le savoir. Et le troisième point, c'est que quand on fait le confinement, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête justement à ne que confiner. On met en place des mécanismes de santé publique pour notamment augmenter le dépistage. C'est ce que vous voyez. Oui, c'est ce qui se fait d'ailleurs même porte à porte. Pas porte à porte pour le moment. On est en train d'abord de faire les dépistages dans les foyers ou dans les ménages là où on avait des cas. Parce qu'on est justement le pays en train de faire des efforts pour avoir le plus grand nombre de tests et essayer de faire le dépistage de masse comme on l'appelle. Mais pour le moment, on cible d'abord les endroits là où il y avait des cas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on essaie de désinfecter les lieux publics. Donc, vous avez vu qu'on est en train de désinfecter les bâtiments. Oui, dans les grandes artères déjà. Exactement, les grandes artères, les milieux publics, les marchés, les écoles. Parce que justement, on se dit que c'est là où les gens sont venus. Et si le virus circule, il pourrait circuler justement dans les endroits là où il y a eu plus de gens. D'accord ? Mais aussi, à cela, on essaye de mettre des points de vérification ou de contrôle.
Vous voyez aujourd'hui qu'à la Gombe, vous avez des portes d'entrée. Quand vous y arrivez, vous êtes obligé de vous laver les mains. Vous êtes obligé de passer température. À un contrôle de prise de température. Et évidemment, vous pouvez poser des questions sur un certain nombre d'éléments liés au Covid-19. Alors, sur le port du masque, comme vous l'avez remarqué, et ça va être probablement une option qui va monter en puissance, parce que le port du masque montre justement dans plusieurs pays, parce qu'on apprend aussi qu'en fait, cette approche limite sensiblement la propagation du virus. Donc, très bientôt, nous allons devoir imposer notamment le port du masque sur certaines communes comme la commune de la Gombe, évidemment aussi ailleurs, parce que tout simplement, on va éviter à ce que les récepteurs et les émetteurs ne puissent faire circuler le virus. Mais je suis d'accord avec vous, madame, qu'il y aurait justement un problème de disponibilité de masques. D'accord? C'est comme ça qu'on est en train de travailler avec les différentes parties prenantes pour en avoir en disponibilité. Et qu'en est-il alors des masques? Parce qu'il faut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont eu quand même, qui ont trouvé l'initiative de créer des masques en pagne. Est-ce que c'est efficace? Alors, selon les recommandations de l'OMS, ces masques sont efficaces. Okay? Donc, c'est comme ça justement qu'on est en train de pousser sur une fabrication locale des masques en tissu que vous pouvez laver très facilement et utiliser. Les masques qui sont sophistiqués, que vous voyez, qui sont un peu très élaborés, qui sont importés, pourront être utilisés pour les personnels médicaux, qu'on appelle les personnels de première ligne. Mais je pense qu'il y a possibilité de mettre à contribution nos ateliers textiles, de mettre à contribution l'ISAM, par exemple, pour la production de ces masques. À l'avantage aussi, madame, que si vous donnez ce genre de travail à des structures locales, vous fortifiez aussi l'économie. Parce que je m'imagine bien que les personnes qui vont fabriquer des masques vont devoir engager des gens et vont devoir donner de l'argent à ces personnes et ça peut aider à ces personnes de vivre. Donc, c'est aussi une façon de fortifier l'économie locale tout en sauvant des vies. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ce qui est en train d'être fait, par rapport à la lutte contre la progression du Covid-19. Qu'en est-il du confinement de la Gombe? L'évolution, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a un changement positif? Oui, alors, pour d'abord évaluer un processus de santé publique, il faut d'abord se poser la question quel était l'objectif en confinement Gombe. Premier objectif, je venais de mentionner, il fallait éviter une circulation dense au niveau de la commune, ce qui est le cas. Je pense que si vous arrivez au niveau des barrières, vous ne passez pas n'importe comment. En tout cas, on vérifie, c'est la première fois d'ailleurs, moi, en RDC, j'ai vu même les agents de l'ordre respecter ce confinement. Parce que vous ne passez pas n'importe comment, en tout cas, ça c'est déjà bien. Docteur, alors, deuxième élément, parce que vous parlez de l'évaluation. Oui. Le deuxième élément, c'est que on a checké justement les ménages à problème. D'accord? Et je peux vous dire, madame, qu'on a sorti plus de 10 cas à la Gombe lors de ce confinement. D'accord? Parce que justement, on se rendait compte que les gens étaient malades, mais restaient encore à la maison. Donc ça, c'est déjà beaucoup. C'est comme ça que vous voyez que les cas augmentent encore. En réalité, madame, si nous augmentons la recherche active des cas, si nous augmentons le dépistage, c'est une bonne chose que le nombre de cas augmente. Parce qu'au plus on détecte tôt les malades, au plus on les traite, mieux c'est. Parce que du coup, on s'inquiète, on s'est dit que les chiffres ne font que grimper. Non, il faut voir ça positivement. Moi, je crois qu'il y a d'une part, voyez ça comme une extension du dépistage, parce qu'au plus on sort les malades, on les isole, on les traite, on diminue les réservoirs. Ça, c'est déjà bien. Mais je suis aussi d'accord que, de l'autre côté, il faut se poser la question si la contamination n'est pas en train d'avancer très vite. C'est là justement qu'il faut coupler à cette initiative les mesures barrières. Renforcer d'une part les mesures barrières et d'autre part essayer justement d'augmenter le dépistage pour se rassurer qu'il n'y a pas des malades cachés qui vont continuer à contaminer dans le silence. Donc ça c'est très important. Alors à la Gombe, ce qui se passe déjà, ça marche très bien et vous avez de plus en plus de cas qui sortent avec ce confinement. Deuxième résultat obtenu, c'est déjà la désinfection. Vous imaginez-vous qu'avec le flux de personnes qu'on a à la Gombe, c'est quasi impossible de désinfecter les endroits publics. Mais là, le travail se fait, on pense que c'est très bien, on continue et on avance. On espère que d'ici la fin de la semaine, après une évaluation, on pourra se dire qu'on a désinfecté les lieux publics les plus fréquentés. D'accord? Et troisièmement, et comme je vous l'avais mentionné, c'est aussi l'occasion de passer des messages. D'accord? Parce que, et ici c'est très clair de le savoir, c'est pas parce qu'on a confiné la Gombe que c'est fini. Okay? Si vous regardez la carte sanitaire, vous allez vous rendre compte qu'il y a par la Gombe d'autres communes touchées et le travail doit continuer dans ces autres communes, sinon après ces personnes peuvent revenir. Et justement, qu'est-ce que vous avez justement prévu au niveau des autres communes? Parce qu'il faut dire que les personnes continuent de circuler lorsqu'on va dans d'autres communes. Il n'y a que Gombe qui est confiné, mais quand vous allez dans d'autres coins, vous voyez carrément les gens circulent sans problème. Mais maintenant, ces personnes, qu'est-ce que vous faites au niveau de la communication pour que ces gens veillent aux différentes mesures? Alors, je veux vous donner très rapidement ce qui se passe en dehors de Gombe. La riposte est organisée autour de ce qu'on appelle les piliers, ok, et autour de ce qu'on appelle les commissions.
Alors, je vais vous donner quelques actions rapidement, peut-être qu'on aura le temps d'entrer en détail. Première action, ce que vous devez savoir, c'est qu'on a des malades à la Gombe et en dehors de la Gombe. D'accord? Ces malades sont suivis. Ça veut dire qu'il y a des équipes de prise en charge qui descendent s'assurer que ces malades sont en train d'être pris en charge, que ce soit en milieu hospitalier ou à domicile. Ça, c'est la première des choses. Et ça se fait autant à la Gombe qu'en dehors de la Gombe. Deuxièmement, vous avez des actions de communication qui continuent. Vous allez voir, par exemple, les bus Transco qui passent des messages. Si vous suivez la plupart des chaînes, vous allez voir qu'on revient sur des spots, notamment la RTNC, vous-même, je vois que vous balancez des spots sur la prévention contre le Covid-19. Et ça, c'est sur l'ensemble du pays, l'ensemble de la province, ce n'est pas seulement à la Gombe. Vous avez des équipes de prise en charge psychosociale qui passent dans les foyers ou dans les ménages là où il y a des cas et qui essaient de s'entretenir avec des personnes affectées. Et ça se passe aussi en dehors de la Gombe. Et vous avez ce qu'on appelle les équipes de prévention et contrôle des infections qui désinfectent tous les ménages ou tous les lieux où on a dépisté un cas. Ça, vous devez le savoir. Mais je suis d'accord avec vous, madame, que le constat qu'on a, c'est qu'en fait, il y a quand même un relâchement. C'est comme ça que nous profitons de l'occasion que vous nous donnez pour insister sur les mesures barrières. Okay? Je l'ai dit encore plusieurs fois dans plusieurs autres émissions où j'étais invité, la fin de cette pandémie va être aussi une question de participation populaire, de participation de la communauté, mais aussi des disciplines. Regardez ce qui se passe en France, regardez ce qui se passe en Chine, en Corée du Sud, où on commence à voir des tendances assez prometteuses. C'est aussi une discipline qu'il faut observer. Voilà, et là, je pense que c'est le message que je devrais donner à toutes les parties prenantes de continuer à respecter les mesures barrières à la Gombe et en dehors de la Gombe, y compris dans les autres provinces de la RDC. Bien évidemment. Et qu'en est-il alors de la prise en charge des patients? Alors, sur la prise en charge des patients, madame, vous avez d'abord ce que vous devez connaître, et j'en aurai le temps d'en parler. À 80%, la maladie est très bénigne. Hein. Donc, le Covid-19, dès que vous l'avez, il faut retenir que 80% des cas, c'est des cas bénins. Peut-être que vous l'avez eu même sans vous en rendre compte. Il n'y a que 5 à 15% des cas qui sont vraiment graves et qui sont généralement aggravés par certains facteurs, notamment le diabète, l'hypertension, l'âge avancé au-delà de 70 ans, l'immunodépression VIH, les cancers, ainsi de suite. Ça, il faut d'abord le savoir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, à ce stade, vous avez des cas qui sont bénins, qui peuvent être soignés à domicile, et vous avez des cas graves qui sont orientés en milieu hospitalier. D'accord? Alors, prenons le cas bénin. Quand vous êtes malade, qu'est-ce qu'on fait? Et que vous êtes au stade bénin, on vous met en isolation, pas en isolement, en isolation chez vous à la maison. On vous dit, madame, vous êtes malade. Première chose, on vous fait une prise en charge psychosociale. On vous parle de la maladie. On vous dit, voilà, ce n'est pas une fatalité. Et on vous met sous des mesures barrières. C'est quoi? D'abord, premièrement, on vous demande de porter le masque obligatoirement quand vous devez vous adresser aux gens. Okay? Deuxièmement, quand vous toussez, vous éternuez, vous utilisez votre cou. Okay? Troisièmement, vous prélevez votre température chaque matin et chaque soir. Et vous essayez de limiter, quatrièmement, les mouvements. Donc, si vous devez aller voir votre tante, ce n'est pas le moment. Si vous devez aller voir le monsieur qui vous doit de l'argent sur M-Pesa, ce n'est pas le moment. Et est-ce qu'il y a un produit particulier Alors, c'est ce que j'en arrive. Donc, ça, c'est vraiment d'abord les mesures que vous faites. Okay? Mais sinon, la RDC a adopté le protocole d'associer la chloroquine à l'azithromycine ainsi qu'à d'autres médicaments. Et pour votre information, nous avons reçu, n'est-ce pas, une dose de chloroquine, okay? 100 000 comprimés de chloroquine, et on met des patients sous chloroquine, azithromycine, vitamine C, ainsi de suite. Ce protocole a été validé. Alors là, ce sont les cas, là, ce sont les cas bénins. Quand même dire à la population de ne pas prendre la chloroquine tout seul. Non, d'abord, premièrement, madame, la chloroquine n'est pas un traitement préventif. Ah, voilà. Parce que moi, je vois des gens qui commencent à me dire, mais est-ce que je peux commencer à prendre la chloroquine? Vous ne prenez pas la chloroquine si vous n'êtes pas malade confirmé, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas un médicament de prévention. Et troisièmement, attention, vous ne prenez que sous prescription médicale parce que la chloroquine a des effets secondaires. Donc, vous pouvez vous amuser à faire de l'automédication et après, vous détruisez vos yeux, par exemple, ou vous créez d'autres problèmes de santé. Donc, je crois que ça, c'est très important. En fait, ça, ce sont les malades qui sont bénins, qui sont suivis, contrôlés, ainsi de suite. À la maison. Maintenant, après, nous avons la prise en charge des malades graves. Et là, on a des défis, madame. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, les gens se demandent où sont les meilleurs hôpitaux. Les gens se demandent où est la belle salle de réanimation. Mais le problème est vrai, madame, on ne doit pas se voiler la face. Notre pays n'a pas beaucoup investi dans les soins de santé. C'est aujourd'hui que tout le monde commence à chercher l'ambulance. Mais combien de gens ont pensé à doter le système de santé en RDC des moyens pour avoir des ambulances? Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de structures qui ont des capacités institutionnelles, qui ont des capacités techniques à prendre en charge les cas de détresse respiratoire. Okay? On est en train de commander des appareils en urgence. Faudra-t-il encore avoir des personnes formées? Parce qu'une chose, c'est avoir des appareils, mais une autre chose, il faut avoir des réanimateurs. Une discipline dans laquelle on a très peu investi.
D'accord? Et malheureusement, nous n'avons pas, il faut l'avouer, de bons résultats sur la prise en charge des cas graves. Vous avez vu qu'on a perdu plusieurs personnes ces derniers jours. Et l'idée maintenant, c'est d'accélérer d'abord, la mise en place des infrastructures et des équipements adéquats pour prendre en charge des cas graves, former les personnes, mais aussi s'assurer qu'il y a une rigueur sur le suivi. Donc ça, c'est vraiment un travail sur lequel on travaille. J'insiste, c'est encore un défi. C'est encore un défi pour la République démocratique du Congo. Et les raisons ne sont pas d'aujourd'hui. Les raisons, il faut les tirer dans le passé du système de santé même. Nous n'avons pas beaucoup investi dans l'offre de services et malheureusement, ça nous rattrape. Il faut faire quelque chose pour le moment. Alors, dernière question quand même. On a vu depuis un certain temps, il y a une information qui circule sur la toile disant que le chien et le chat seraient des vecteurs du virus. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, ça, c'est la caractéristique de cette épidémie. On a tout le monde qui dit quelque chose. J'ai vu des gens qui ont sorti des médicaments. J'ai vu des gens qui ont sorti des informations sur la transmission autour de certains animaux. Moi, je vais protéger les chiens. Je ne veux pas que quelqu'un, s'il veut manger les chiens, qui commence déjà à les accuser d'être agents vecteurs du Covid-19. Non, c'est possible. Jusqu'à aujourd'hui, les recherches nous montrent que c'est le pangolin et la chauve-souris qui sont les autres intermédiaires. Et la transmission la plus redoutable, c'est la transmission interhumaine. D'accord? Mais si quelqu'un a fait des recherches et qu'il a trouvé que c'est le chien, c'est le chat, c'est le lapin, qu'il vienne présenter les recherches avec le protocole qu'il a utilisé, qu'il montre ce qu'il a fait comme incubation, c'est les chiens, qu'il montre comment ces chiens ont développé la maladie. Mais si tel est le cas, mais je pense que c'est une étude scientifique qu'on va valider et on va informer la population. Mais ça ne sert à rien quand vous n'avez pas fait de recherche, non pas seulement que vous n'en avez pas les moyens, mais aussi les capacités, que vous commencez à propager des informations. C'est là où j'insiste sur certains messages. Il est très important de faire attention aux messages que les gens sont en train de rapporter. Dans un pays, j'ai suivi, si je ne me trompe pas, c'était au Brésil, un monsieur, pour avoir inventé une fausse information sur le Covid-19, il a été arrêté et mis en prison. Vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas se réveiller le matin comme ça, il commence à propager dans les réseaux sociaux qu'il a trouvé les médicaments et l'État le laisse. De telles personnes, il faut les arrêter parce que vous ne vous imaginez pas la conséquence que cela peut donner dans la riposte. D'abord en termes d'engagement, mais aussi, vous avez suivi la fois passée une maman qui a perdu ses enfants parce qu'elle a utilisé un produit traditionnel et elle l'a tué. Mais la personne qui a mis cette information, mais il faut l'interpeller. Autant ces personnes qui disent encore aujourd'hui que la maladie n'existe pas, qu'il y a certaines églises qui disent même que nous, on ne peut pas voir cette maladie parce que nous, notre pasteur avait déjà prophétisé que personne ne va la voir. Mais de telles personnes, il faut les interpeller. Nous sommes dans un état de droit. Personne ne peut faire ce qu'il veut parce que là, il s'agit d'une question de vie. Il ne s'agit pas d'une question d'un processus électoral ou je ne sais pas moi. C'est une question irréversible. Quand vous mourrez, c'est irréversible. Voilà, un dernier message sans doute à la population. Mon message, deux messages clés. Donc, premier message, c'est que nous sommes dans une phase où tout le monde doit contribuer à la lutte. Je pense qu'il faut éviter ce que j'entends. Oui, mais que fait l'État? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, regardez, madame, partout au monde, la lutte au Covid-19, c'est une lutte collective. Personnel de médias, église, société civile, je ne sais pas moi, privé, tout le monde veut montrer ce qu'il peut faire, y compris vous-même. Lorsque vous organisez ce genre d'émission, mais c'est votre contribution à la lutte. Vous comprenez? Et donc, je voudrais désengager tous ceux qui se fatiguent à faire des choses comme ça, mais je voudrais encourager tout le monde à pouvoir donner sa contribution à la lutte. C'est vraiment une lutte collective qui ne va pas être menée que par l'État seul. Ça, c'est vraiment mon premier message. Mon deuxième message, c'est vraiment l'espoir qu'il faut donner à la population. Je crois que nous sommes en train de traverser un moment très crucial. Pour votre information, madame, en 2002, on avait connu ce qu'on appelle le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. C'était aussi une infection au Covid. Et d'ailleurs, en Chine, lisez, il y avait presque 8000 cas. Et on avait connu des cas de SRAS ici. Mais ça, c'est une situation assez grave parce qu'on pense que le virus a muté. D'accord? Et donc, à ce titre-là, il faut vraiment adopter un comportement responsable. Ne dites pas des choses dont vous n'êtes pas sûr. D'accord? Il faut soutenir les amis qui sont au front, qui sont dans les hôpitaux, parfois avec les conditions les plus restreintes. Okay? Et donc, je crois que cette attitude positive, mais aussi cet encouragement que nous devons envoyer vers la population, pourrait nous permettre de diminuer cette pandémie. Du reste, je crois que si nous travaillons collectivement de manière structurée, organisée, nous finirons par mettre fin à cette pandémie au Covid-19. Merci beaucoup, Dr Michel Mouvoudi, pour avoir répondu à notre invitation et nous avoir donné autant de détails, d'explications. Je rappelle que vous êtes spécialiste en santé publique et membre de l'équipe de la riposte contre le Covid-19. Merci, madame, pour votre invitation.